Très chers amis et Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir d'être avec vous en votre compagnie le lundi soir sur Yeshiva Zoom pour Be'ezrat Hashem échanger, étudier, approfondir un sujet de halacha. Et ce soir, nous allons commencer comme à l'accoutumée par un mot sur la paracha et nous allons de ce mot rebondir sur la halacha. La paracha de cette semaine, Parashat Shemot, nous ouvrons le deuxième livre de la Torah et la paracha de Shemot ouvre en ces termes Ve'ele Shemot bene Israël, voici les noms des enfants d'Israël Abaim Mitzraïma, qui viennent en Égypte. Et Yaakov Ish Ubeto Baou. C'est alors que Yaakov Avinu, un homme et sa maison, sont venus. La Torah va donner les noms, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher, et Vayehi kol nefesh yotzei yerech Yaakov, et ils étaient au nombre de Shivim Nafesh, au nombre de 70 personnes. Vayamot Yosef echol echa vechol ador hahu, Yosef, ses frères et toute cette génération meurent, quittent ce monde. Les enfants d'Israël fructifient, pullulent, se multiplient grandement, et la terre s'est remplie d'eux. Vatimale haaretz otam. Vayakom melech chadash, alors se lève un nouveau roi sur l'Égypte qui n'a pas. Je disais, alors se lève un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaît pas Yosef, et il va décréter des décrets à l'encontre du peuple d'Israël. La paracha, donc le livre de Shemot, va nous parler du peuple d'Israël, la famille de Yaakov, ses enfants, tout le monde descend en Égypte et va commencer la longue histoire des enfants d'Israël en Égypte qui va durer plusieurs siècles. D'après Rashi, ça va durer 210 ans, avec 80 ans, 83 ans, 86 ans d'esclavage. La Torah ouvre l'exil de Mitzraïm par ce qu'on appelle dans la halacha Shinui Makom. Littéralement, changement d'endroit. Alors tout le monde connaît l'expression Meshane Makom, Meshane Mazal. C'est pas toujours en positif. Celui qui change d'endroit, il change de Mazal. Des fois, lorsqu'on change d'endroit, le Mazal, il est pire. C'est pas systématique que l'endroit, il est meilleur. D'ailleurs, puisque la Torah va nous parler de cet exil en Égypte, avec toute l'histoire, jusqu'au diplé, etc., tout jusqu'à la traversée de la mer, jusqu'à Parashat Beshalach, ensuite le don de la Torah, la construction du Mishkan. On va revenir à tout le programme extraordinaire du livre de Shemot. Mais l'exil commence par ce phénomène, cet épisode où Yaakov quitte la terre de Canaan avec toute sa famille pour descendre en Égypte. Comme on dit dans la Haggadah, Anus alpi adibur. Yaakov Avinu, il ne voulait pas descendre en Égypte, mais il a été contraint par la volonté et l'ordre d'Hachem de descendre en Égypte. L'exil, c'est un programme immense, ce qui est d'ailleurs toute l'histoire du peuple d'Israël, les différents exils, Babel, Yavan, Rome, Édom, Parasemadaï, Ishmaël, Mitzraïm. L'histoire de l'exil, c'est un grand programme qui s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël. Le pourquoi, du comment, c'est un sujet immense et à part. Mais l'exil commence par qui inclut de nombreuses conséquences, de nombreux événements, comme c'est longuement déjà dit dans la Torah, dans les Nevi'im, dans l'histoire des prophètes, des rois bien sûr, des Melachim, et dans les Chazal, les Midrashim, la Gemara, le Zohar, etc. Il ne manque pas de textes fabuleux et profonds qui nous parlent de l'exil. Mais le point de départ, et ce n'est que le point de départ
de l'exil, c'est le changement d'endroit. On était à un endroit qui s'appelle la terre de Canaan, et intéressant de noter qu'on n'est pas encore un peuple, on est déjà en exil. C'est d'ailleurs Mitzraïm qui va former et forger le peuple d'Israël, comme c'est écrit dans la Torah, comme c'est écrit dans Chazal. Cette notion, donc ça veut dire que l'exil commence par changer d'endroit. Hein, il y a une phrase connue, un adage connu qui dit l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'homme pense que quand il va changer d'endroit, ça sera meilleur pour lui. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas d'évidence. C'est pas parce qu'on change d'endroit que les choses iront mieux et seront mieux, etc. Des fois oui, des fois non. Ça dépend de là où on vient et là où on va. Mais aïn bata ul an ata oler, comme nous dit Pirkei Avot. Mais c'est pas systématique qu'on va là-bas, que là-bas ce sera meilleur, parce que bien souvent, là où on va, on amène nos problèmes avec nous. On laisse pas les problèmes ici pour aller ailleurs. Les problèmes, ils sont collés, les problèmes, les avantages, les srouillottes, etc., ils sont collés à notre être, à notre peau, à notre moi. Le moi se balade dans le monde avec son histoire. Donc ça veut dire, nous dit le Maharal de Prague, notamment dans Netzach Israël, que l'exil qui contient de nombreux éléments de réflexion, de nombreux paramètres, commence par le Shinui Makom. Yetzia, dans les mots du Maharal, ça s'appelle Yetzia Me'amakom. On sort d'un endroit. Et lorsqu'on sort d'un endroit, on ne sait pas où on met les pieds. C'est-à-dire, et l'exil par excellence, dans les mots du Maharal, on retrouve souvent la notion de l'absence d'ordre, c'est-à-dire de désordre. Et le désordre commence par un désordre géographique. Le makom, comme le nom, comme les gens qui nous entourent, comme de nombreux paramètres et de nombreux éléments de notre vie, constitue l'être humain, le moi, ce que j'appelle le moi, ce que les Français ont appelé le moi, et l'un des paramètres fondamentaux de l'homme, de sa vie, c'est le makom. Où il se trouve, que ça soit la ville, que ça soit le lieu de travail, que ça soit le lieu d'habitation, que ça soit le lieu d'étude, le lieu de prière, le makom, mais comment, il y a un très beau chiour de Rav Wolbe dans Aleshur Elegmet qui s'appelle Mekomo Uzmano Shel Adam. Le makom, le lieu où on est né, où on se trouve, où on va, d'où on vient, etc., s'inscrit dans le dessin du moi de l'être humain. Lorsqu'on change d'endroit, que ça soit volontairement, que ça soit par la force des choses, que ce soit par la volonté d'Hachem ou la méchanceté des hommes, peu importe la cause et la raison et la motivation, le changement de lieu géographique crée un désordre. Le lieu reste un exil durant un temps défini. C'est effectivement ce que nous enseignent les sages. Là, vous revenez dans la grande souya de l'exil, parce qu'il y a le temps et il y a l'espace. Là, on est dans le changement d'espace. Mais effectivement, le temps aussi est un paramètre important dans l'exil. Donc le désordre géographique, physique, je suis là, quelle que soit la raison pour laquelle je dois quitter un endroit A pour me retrouver à un endroit B, ça crée un désordre. Après, il faut une réadaptation de la famille, de la société, etc., etc., du nouveau lieu qu'on a adopté. Quelle qu'en soit la raison, la motivation, le comment du pourquoi, toute yetzia mi'amakom, dans les mots du Maharal, toute sortie d'un endroit vers un autre endroit crée un désordre. Et nous allons voir dans la halacha quelle est l'implication halachique de ce qu'on appelle shinui makom. La question que nous allons traiter, qui arrive tous les jours, vous allez voir quasiment. On va lire tout de suite la question ici, traitée dans Otzrot Yosef de Rav David Yosef dans Halacha Broura, 9e volume, Siman He. C'est une question que nous allons voir dans le Shulchan Aruch. Et on va voir les implications dans la Halacha. Ça a une implication dans la constitution de l'être, dans l'histoire du peuple juif, etc. Ça, c'est ce qui est lié à l'exil
ou aux autres épisodes et étapes de la vie. Mais dans la halacha, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire, que le changement d'endroit, le déplacement géographique a des implications dans la halacha, et je vous dis, nous allons le voir tout de suite, ça a des implications dans la halacha au quotidien. La question est la suivante. Une personne... Voilà, excusez-moi les coupures, tantôt il y a des appels et ça coupe le zoom. Je pense que là le son est revenu. Si je ne vois pas de remarques, c'est que le son est revenu. Baruch Hashem. Une personne, merci, Todaraba. Une personne sort de la maison, de la pièce dans laquelle il est en train de prendre son repas. Je suis à table, je mange, on est en famille, et je quitte la salle à manger ou la cuisine, peu importe l'espace dans lequel je me trouve, et je sors pour aller ailleurs. Et ensuite, je reviens à ma place. Ce changement d'espace géographique, de lieu de Makom, Shinui Makom, il pose un problème de savoir dans quelles conditions, dans quelle situation je dois refaire la bénédiction avant de continuer de poursuivre mon repas. Pourquoi ? Parce qu'on suppose que à partir du moment où on a quitté la pièce, je ne vais pas tout de suite donner la réponse, bien évidemment, ce qui est intéressant, on va le voir dans plusieurs halachot dans le Shulchan Aruch, à partir du moment où j'ai quitté la pièce, alors les Chachamim nous disent, il y a eu un essai achadat, c'est-à-dire que je me suis étourdi, si vous voulez, en très simple, il y a eu une coupure dans mon repas. Et la question, c'est de savoir, à partir de quand on considère que le déplacement de la personne de la pièce où il se trouve pour prendre son repas, il se déplace pour aller ailleurs, à partir de quand on dit là, tu as interrompu ton repas, de ce fait, lorsque tu reviens à table pour poursuivre ton repas, eh bien, tu devras d'abord réciter la bénédiction d'après le repas du premier repas, entre guillemets, et reprendre les bénédictions pour poursuivre ton repas. Alors le Shinui Makom dans la Seouda, c'est-à-dire dans le repas. Nous allons lire tout de suite quelques halachas dans le Shulchan Aruch, et au fur et à mesure, nous verrons que le Shulchan Aruch traite de cette question dans d'autres exemples que celui du Shinui Makom dans le repas. Alors le Shulchan Aruch, dans Siman Kuf Ayin Chet, écrit la chose suivante. Siman Kuf Ayin Chet, Seif Aleph et Seif Bet. Nous allons lire deux halachot dans le Shulchan Aruch. Alors, Siman Kuf Ayin Chet, le Shulchan Aruch a réservé tout un chapitre dans Orach Chaim, Siman 178, Kuf Ayin Chet. Eze dvarim keruyim efsek baseruda. Quels sont les comportements de l'homme qui sont considérés comme une interruption dans son repas, et qui dit interruption dit qu'il devra reprononcer les bénédictions lorsqu'il reprendra la suite de son repas. Alors il y a, dans ce chapitre, il y a 7 paragraphes, 7 séifim, mais nous n'allons pas traiter de tous les séifim ce soir. Par exemple, quelqu'un qui s'endort au milieu du repas, ça arrive vendredi soir, Shabbat midi, bon peu importe, au milieu du repas, bam, il est tombé sur la table, il a dormi. Alors, est-ce que ça s'appelle une interruption ? C'est un exemple, il y en aura, mais nous allons parler ce soir, nous concentrer sur le Shinui Makom. Le Shulchan Aruch dit, Seif Aleph, Haya ochel bebayit ze, une personne qui mangeait dans cette pièce. La personne est là, elle a son assiette, elle mange. Ou pasak seudato, et il a interrompu son repas, ve'alach lebayit acher, et il est parti dans une autre maison ou dans une autre pièce. Premier cas. Deuxième cas, o sheaya ochel, une personne qui est en train de manger. Donc la référence de cette halakha se trouve au traité Psachim d'Av Kuf Aleph. Deuxième cas du Shulchan Aruch, une personne qui est en train de manger, ou kerao chavero
ledaber imo veyatsalo lepetach beto. Je suis en train de manger et il y a quelqu'un qui sonne à la porte et je me lève de mon salon, de ma cuisine, peu importe, et je me dirige vers la porte d'entrée, j'ouvre la porte. Il me dit, est-ce que je peux te parler en privé? Si tu es accompagné, je lui dis, pas de problème, je sors. Je suis devant la maison, je suis donc devant la maison ou je suis au palier, donc je ferme la porte, maintenant je suis dehors. Vechazar. Et ensuite, donc je parle avec la personne, ça me prend 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Et ensuite je reviens, je poursuis mon repas. Il dit le Shulchan Aruch, Ohil Veshina Mekomo, étant donné qu'il a changé de place, puisqu'il était à salle à manger, et il est sorti de la maison, il est sorti au palier de l'appartement, Tsarich, lorsqu'il revient à table, il doit d'abord il faut d'abord réciter la bracha acharona de ce qu'il a mangé avant de se lever. Donc si c'était du pain, il dit d'abord Birkat Hamazon. Si c'était du couscous, il dira à la bichia. Si c'était des fruits, il dira boré des fachotes ou à la hetz, etc. D'abord, quand tu reviens, tu es sorti. Lorsque tu reviens, tu fais d'abord bracha acharona sur ce que tu as consommé avant de te lever. Et si tu veux continuer à manger, vechoser umvarer batechila hamotzi, nous allons expliquer, très bonne question, vechoser umvarer batechila hamotzi, et si tu mangeais du pain, tu répéteras, tu recommences la bracha de hamotzi, veacharkach yigmor seudato. Et ensuite, il terminera son repas. Donc c'est très clair. Je mange au salon, au salon à manger, peu importe. Je me lève pour parler à la porte avec une personne, par exemple. Des fois, c'est le facteur. Des fois, c'est peu importe qui est-ce. C'est quelqu'un qui me dit, bon, nous allons m'échaner les exemples. Il dit le jour alors, lorsque tu reviens, d'abord, tu dis bracha acharona et ensuite, tu diras bracha rishona. Pourquoi? Il dit le Mishnah Brura, c'est Yves Katanvav, car du fait qu'il est sorti de sa place, Yetzia Mimekomo, Chashiv Kenifseka Seudato Le Gabre. Le fait d'être sorti, la sortie elle-même, le déplacement d'une pièce à l'autre, ça s'appelle une interruption dans le repas. Voilà. Comment ils nous disaient les parents avant, on ne se lève pas de table. Celui qui se lève, ça s'appelle qu'il a fini de manger. C'est incroyable. Guimel, il dit dans le Sharat Sioud, il dit c'est même pire qu'un Essé Hadat, c'est-à-dire celui qui a décidé dans son esprit d'arrêter de manger, et aval aliédé shinui makom, chashiv kisouda acheret legamre. C'est incroyable. Le Sharat Sioud Seif Katan Dalet au nom du Levouche dit le fait que tu t'es levé, que tu as quitté la pièce, ça s'appelle que tu as fini ton repas complètement. Et lorsque tu reviens, ça s'appelle que tu prends un nouveau repas. C'est le changement d'espace lui-même est en soi considéré comme une interruption définitive de mon repas. Mais nous allons voir. Quelques précisions. Il continue le Shulchan Aruch, mais celui qui se lève de table et il reste dans la même pièce, par exemple, j'ai la salle à manger, et puis je me lève de ma place, je vais dans un autre coin, mais toujours restant dans le même makom, dans la même salle à manger, pour parler avec une personne, là, ça ne s'appelle pas une interruption. Voilà. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Il dit dans Seif Bet, il précise que cela est dit seulement si lorsque je me lève de table, il n'y a personne à table. C'est-à-dire que je suis seul, je mange, je me lève pour aller ouvrir la porte, pour aller accueillir un colis, ou quelle que soit la raison pour laquelle je me lève, alors là, il faut refaire la bracha. Cependant, si lorsque je me lève de table, il y a ma femme, il y a les enfants, il y a les convives, peu importe qui est là, alors là, on n'a pas besoin de refaire la bracha. Incroyable. Cependant, alors il dit le Shulchan Aruch, très bien, mais si on a laissé personne, alors il dit, mais non, même si on est plusieurs,
Alors ça arrive dans certains cas, on est plusieurs à table, deux, on va dire on est au moins deux personnes, et puis les deux se lèvent, par exemple il y a un tonton, une tante, un cousin qui arrive, tout le monde se lève de table et tout le monde va les accueillir à la porte. Alors là, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne à table. Là, comme nous avons dit le Shulchan Arour, lorsque tout le monde revient à table, ils doivent d'abord dire la bracha harona, et ensuite ils referont la bracha rishona. Incroyable. Donc si on se lève de table et il reste une personne à table, lorsqu'on revient, ça s'appelle qu'on n'a pas quitté le repas. Mais si tout le monde se lève de table, ou si on est seul, que lorsqu'on se lève, il n'y a personne qui nous attend à table, là, ça s'appelle une interruption. C'est une partie du Seif Bet, c'est un long Seif dans le Shulchan Arour. C'est la première halakha, il y a des précisions dans le Rama, les Ashkenazim, c'est un petit peu différent, mais nous allons nous concentrer sur la Shita du Shulchan Arour. Donc nous avons vu cette halakha intéressante qui en soi nous dit que lorsqu'on change d'endroit au milieu d'un repas, ça s'appelle un shinouï makom. Donc dans certains cas, donc on va dire, à moins qu'on ait laissé une personne à table, je dis à ma femme, aux enfants, aux convives, restez là, j'arrive, j'en ai pour une minute, je reviens, là, ça s'appelle pas une interruption. Mais si tout le monde se lève, excusez-moi, désolé, les appels téléphoniques interfèrent, mais voilà, je crois que quand ça revient au bout de quelques secondes. Bref, si tout le monde se lève, si on a laissé personne à table, ou si je suis seul, je me lève. Lorsque je reviens, on a compris, il faut faire d'abord la bracha harona de la consommation avant de s'être levé, et ensuite une nouvelle bracha pour ce qu'on s'apprête à continuer à consommer. Maintenant, nous allons voir une discussion très intéressante, et nous allons élargir le principe de Shinui Makom dans la halacha. Le Mishnah Brura, dans Kufayin Chet Seif Katan Bet, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, dans le cas où il va falloir faire la bracha harona et refaire les brachot, donc on a dit celui qui se lève de table et qui change de pièce, lorsqu'il revient, il doit refaire les brachot. Il dit, le Mishnah Brura, quelque chose d'incroyable. Afilu lo nishtaha sham klal. Shetechef chazar limkomo arishon, afilu achi shinui makom mikre. Le Mishnah Brura dit, lorsque tu te lèves de table, qu'on a dit que ça s'appelle une interruption du repas, c'est même si tu t'es levé et tu es revenu immédiatement. C'est-à-dire, je me lève, par exemple, il y a quelqu'un qui sonne à l'interphone. Je sors de la salle à manger, du salon, je me dirige vers la porte d'entrée, j'appuie sur l'interphone. Au moment où je suis à l'interphone, il n'y a personne à table. Ça arrive des fois, le midi, le soir, peu importe. Voilà, chacun selon ses règles de bonne vie, de zélo méchané. Donc je suis seul, je mange, je me lève, je vais appuyer l'interphone, donc j'ai quitté la salle à manger. Il dit le Mishnah Brura, même si tu as quitté la salle à manger un court instant, et tu reviens immédiatement et tu reprends ton repas, cela s'appelle une interruption et il va falloir faire la bracha harona et la bracha rishona. Sur ce point-là, nous allons voir d'autres exemples et on va voir s'ils sont semblables à celui de la nourriture. Est-ce que jusque-là c'est clair? Oui, ok, très bien. Alors on avance. Le Magen Avraham va ramener deux halachot où nous retrouvons ce principe de Shinui Makom. La première, elle se trouve dans le Shulchan Arour. Alors, c'est pas tout à fait Shinui Makom, mais c'est intéressant justement le parallèle que va faire le Magen Avraham. Dans le Shulchan Arour, Siman Resh Yud Zayin, au chapitre 217, au premier seif, on va lire une autre halakha. Il dit le Shulchan Arour. Voilà. Il parle d'une personne qui sent des parfums des Bessamim. Et c'est une personne qui est menée à sentir des Bessamim plusieurs fois. Alors nous allons lire le cas. On va essayer de l'actualiser. C'est une Gemara dans Brachot. Commenté par le tour le Mordechai au nom de Rabbeinu Meir de Rothenburg. Hanichnas lechanuto shel bosem sheeshmo mide besamim. Une personne qui se rend dans un
dans une boutique qui vend des parfums. Donc, toutes sortes de parfums. Vous allez à Grasse, là-bas il y a l'usine des parfums. Vous allez vous promener un dimanche, peu importe. Alors maintenant, je rentre chez un parfumeur. Et donc, ça sent le parfum. Alors, il nous dit le Shulchan Aruch, Mevarech Boré Mine Besamim. Pardon, je suis désolé des coupures. Voilà, donc tu rentres dans une parfumerie, ça sent le parfum, il y a toutes sortes de plantes et de parfums. Ah ben on dit une bracha, Boré Mine Besamim. Il faut vérifier, c'est une bonne question dans la ra, lorsque madame rentre à Sephora, ou je ne sais pas, tous les boutiques de parfumerie, ou monsieur pour acheter un parfum à sa femme, pour les Chagim, pour Pessah, Shavuot, Sukkot, alors il y a toutes sortes de vins. Il faut dire une bracha, Baruch ata Hashem, Boré Mine Besamim. Nous dit le Shulchan Aruch, Yashav Sham Kol Hayom. Une personne qui est assise là-bas toute la journée. On va dire le vendeur, la vendeuse. Eno Mevarech Ela Achat. Donc la vendeuse de Sephora, de tous ces boutiques-là qui vendent des parfumeries, des parfums, alors que le matin, quand il ouvre sa boutique, ça sent le parfum, eh bien, il dira la bracha Boré Mine Besamim. Une seule fois dans la journée. Il ne dit pas Boré Mine Besamim toutes les 5 minutes. Par contre, nous dit le Shulchan Aruch, Nichnas Veyotse, Nichnas Veyotse. Maintenant, le vendeur, la vendeuse dans la boutique, qui rentre et qui sort. À un moment donné, elle sort pour fumer une cigarette ou répondre au téléphone, ou elle sort pour parler avec une cliente, ou elle sort pour aller acheter un café à côté, ou elle sort parce que c'est la pause. Quelle qu'en soit la raison, dès qu'on est sorti de la boutique et qu'on revient, on redit la bracha de Boré Mine Besamim. Et ainsi, il en est à chaque fois, dans notre exemple, le vendeur ou la vendeuse sort de la boutique et revient, elle doit redire la bracha. Donc ça ressemble exactement au cas de celui qui est en train de prendre un repas, qui va et qui vient. Mais, nous dit le Shulchan Aruch, là il précise, Vedavka shelo aya dato lachzor. C'est seulement si lorsqu'il est sorti, 2 minutes, on va dire la vendeuse sort 2 minutes pour répondre au téléphone, ou pour prendre un peu d'oxygène, elle sort et elle a l'intention de revenir, alors, aval ayadato lachzor, mais si lorsqu'elle sort de la boutique, elle a l'intention de revenir, lo yevarech, elle ne redira pas la bénédiction. Alors, c'est quand même une précision importante que nous n'avons pas vue dans le repas. Dans le repas, le Shulchan Aruch dit, même si tu es sorti et tu es revenu, tu refais la bracha. Là, dans les Bessamim, si tu sors et que tu as l'intention de revenir, tu ne refais pas la bracha. C'est seulement lorsque le vendeur, dans notre exemple, la vendeuse sort de la boutique et elle n'a pas l'intention de revenir, par exemple lorsqu'elle ferme la boutique à 13h et elle ne revient pas avant 15h, alors là, lorsqu'elle sort à 13h, elle a quitté la boutique. Quand elle revient à 15h, elle dira à nouveau la bracha. Mais lorsqu'elle sort 2 secondes, 2 minutes, elle sort et elle revient, elle ne refait pas la bracha. Donc on sent déjà une petite nuance entre le repas et les Bessamim. De même, le Shulchan Aruch et le Magan Avraham, dans Siman Tav Resh Lamed Tet, nous dit la chose suivante. Au nom du Magid Mishneh, le Rav HaMagid, si une personne est dans la soukha, prend son repas dans la soukha, c'est une mitzvah de la Torah de prendre son repas dans la soukha. Et voilà que, nous dit le Magid Mishneh, Im yatsa mina soukha, kedel ledaber im chavero. Je sors de la soukha, comme on a vu dans la maison où je prends mon repas, là c'est différent, je suis dans la soukha. Pour aller parler avec une personne, il y a une personne qui vient me dire est-ce que je peux te parler, donc je sors de la soukha pour parler avec quelqu'un qui est à l'extérieur de la soukha. Oh, nous dit le Magid Mishneh, le'avi davar la soukha le sha'ato, vechoser limkomo le altar, eno choser u'mer lishem soukha, ou bien je sors de la soukha pour aller à l'appartement par exemple, à la maison, pour aller chercher du sel, un verre d'eau, un couvert, le plat, quelle que soit la raison, je quitte la soukha. Lorsque je reviens dans la soukha,
je n'ai pas besoin de refaire la bracha. Donc lorsque je sors de la souka pour parler avec une personne ou pour aller chercher quelque chose à la maison pour le repas et je reviens immédiatement, je ne refais pas la bracha de l'Ishev Basouka. Parce qu'à chaque repas qu'on prend dans la souka, il faut dire la bracha de l'Ishev. Ce n'est donc plus que le makom qui va déterminer la répétition de la bracha. Exactement. Alors, nous voyons que, à propos du parfum, la halakha nous dit, si tu sors et tu as l'intention de revenir, tu ne refais pas la bracha. À propos de la souka, tu sors de la souka, tu as l'intention de revenir, on ne refait pas la bracha. C'est incroyable. Mais, là-bas on nous dit, c'est parce que tu es sorti et tu as l'intention de revenir tout de suite. Mais celui qui sort de la souka ou qui sort de sa boutique de parfumerie, c'est pas dans l'intention de revenir tout de suite, là il fera la bracha. Donc on distingue pour combien de temps tu vas quitter la souka ou ta parfumerie. Cependant, pour le repas, le Magen Avraham, comme le Mishnah Broura, ne font pas cette distinction. Au contraire, nous avons vu, le Mishnah Broura dit que si tu es en train de manger, et au milieu de ton repas, tu sors, tu quittes la pièce. Il a dit le Mishnah Broura, même si c'est dato, larzor, techef, même s'il a l'intention, il n'a pas l'intention de rester là-bas longtemps, il a l'intention de revenir, c'est peut-être parce que ces makom sont provisoires. J'aurais dit justement, puisque ce sont des endroits provisoires, apparemment, ce serait plus logique de dire inversement, non, vous pensez pas? Oui, j'ai compris. Très bien, les parfums, la parfumerie et la souka, ce sont des lieux de travail et la souka, c'est provisoire. Même si on habite dans la souka, on reste. C'est vrai, aujourd'hui, on va dire au moins pour le repas, éventuellement pour dormir aussi. Mais justement, puisque c'est provisoire, j'aurais pensé le contraire, non? Vous pensez pas qu'on aurait fait le calcul inverse? Puisque l'endroit, il est provisoire, donc lorsque je le quitte, on va dire que tu as quitté un lieu provisoire. Alors chaque fois que tu vas et tu viens, mais la maison c'est fixe. C'est intéressant, vous vous dites, puisque la maison elle est fixe, quand tu sors, tu es sorti. Mais la souka, j'aime bien votre svara, c'est intéressant. Chazak ou Baruch, à réfléchir. Comme j'aime dire, vous avez gagné un bonbon. C'est intéressant, vous dites une svara intéressante. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Entre le Magen Avraham et le Mishnah Broura, c'est sûr qu'il faut marquer une différence. Il marque cette différence entre la parfumerie et la souka. Si je sors, mais j'ai l'intention de revenir immédiatement, alors je ne refais pas la bracha. Si je sors et j'ai pas prévu de revenir tout de suite, je reviens au bout de 10 minutes, un quart d'heure, alors là on dit tu refais la bracha. Mais pour le repas à la maison, dès que tu quittes la pièce, même si c'est dans l'intention d'y revenir tout de suite, là il faut refaire la bracha. C'est tout simplement incroyable. Ça c'est l'opinion du Magen Avraham et du Mishnah Broura, que lorsqu'on change de lieu géographique pour le repas, même si on revient immédiatement, il faudra refaire la bracha. Cependant, nous dit Rav David Yosef, le Ritba, qui parle aussi du cas du Magid Mishneh, de celui qui sort de la souka et qui revient, mais il va rajouter un autre exemple. Celui qui enlève ses téphilines. Donc tous les matins, les messieurs, nous avons la mitzvah de la Torah de mettre les téphilines au bras gauche pour les droitiers et sur la tête. Maintenant, une personne enlève les téphilines pour X raisons. Il doit sortir 2 minutes, il a mal garé sa voiture, il doit aller aux toilettes. Je suis désolé, ce soir le téléphone n'arrête pas. Mechila, excusez-moi du désagrément. Donc, peu importe la raison pour laquelle il a ôté ses téphilines. Et il va les remettre. Donc, on a, ce qui est intéressant, c'est bien sûr déjà le principe de Shinui Makom, de changement d'espace géographique au milieu d'une activité. Est-ce que ça interrompt l'activité? Il va falloir refaire les brachot. Premier point. Deuxième point, c'est le laps de temps qu'on a arrêté, qu'on est sorti géographiquement de là où on est. Est-ce que le temps a ici une incidence dans le changement d'espace? Et troisième point intéressant, c'est la comparaison de toutes ces sougiotes,
donc celui qui est au milieu de son repas, celui qui sent des parfums, la structure du makom. Exactement, c'est ça qui est très intéressant dans cette souga. Il y a donc, je disais, le changement d'espace quand on est en train de manger. Deuxièmement, la question de la souka. Troisièmement, la question de la parfumerie. Et le ritma rajoute la question des téphilines. Si j'enlève les téphilines pour les remettre, je les enlève 1 minute, 2 minutes, est-ce que je dois refaire la bénédiction lorsque je vais remettre mes téphilines? Et nous allons voir que cette question existe également dans la halacha si une personne a enlevé son talit. Un monsieur, talit et téphilines, ça ne concerne que les hommes, bien évidemment. Alors maintenant, un monsieur au milieu de la tfila, il enlève son talit. Par exemple, c'est Shabbat, Chol HaMoed, Yom Tov, Kippour, il enlève son talit, soit pour aller prendre un peu d'air à l'extérieur, soit tout simplement pour aller aux toilettes. Lorsqu'il va remettre son talit, devra-t-il refaire la bracha? Ce qui est très intéressant, c'est le parallèle qu'il y a entre tous ces différents cas de figure. Alors nous allons avancer avec le Ritba, nous dit Rav David Yosef, qui dit la chose suivante. Il dit, celui qui sort de sa souka, et ensuite il revient. Ou bien celui qui enlève ses téphilines, et ensuite il revient les mettre, il doit dans ces deux cas refaire la bracha. Mais, nous dit le Ritba, c'est seulement lorsqu'il est sorti pour aller faire quelque chose qui n'a aucun rapport avec la souka ou les téphilines. En plus simple, ce qu'on appelle Yetzia Gmura. C'est-à-dire lorsqu'il enlève ses téphilines, c'était pas dans l'intention de les remettre. Donc là, on revient avec la notion, le paramètre intentionnel. Tu les as enlevés parce que tu pensais la prière, elle est finie. Maintenant, tu dis, ah, je me suis trompé, je les remets. Donc quand je les ai enlevés, c'était pas dans l'intention de les remettre. Mais si je les enlève dans l'intention de les remettre, je ne refais pas la bénédiction. De même, nous dit le Ritma dans la souka. Celui qui sort de sa souka, il va à la maison pour chercher du sel, pour chercher le plat, pour chercher un couvert, peu importe. Quand je sors de la souka, j'ai l'intention d'y revenir. Donc la sortie de la souka n'est pas considérée comme une interruption. Mais si lorsque je reviens, je ne refais pas la bracha. Mais si lorsque je suis sorti de ma souka, lorsque j'ai enlevé mes téphilines, j'avais pas spécialement l'intention d'y revenir, je croyais le repas il est fini, je croyais que j'avais fini la prière, et après je remets les téphilines, je reviens dans la souka, là il faudra refaire la bracha. Nous dit le Ritba, celui qui sort de la souka pour parler avec une personne, ou pour, comme on l'a dit, pour aller chercher quelque chose à la maison, pour l'amener à la souka. Il fait donc ce comportement, cette sortie de mon endroit, c'est dans l'intention de revenir, parce que je sors pour amener quelque chose dans la souka, alors là, ça ne s'appelle pas qu'il est sorti, et il ne refait pas la bracha. De même, nous dit le Ritba, concernant Birkat Hanehelim, on a dit celui qui est au milieu du repas, s'il est sorti, il doit refaire la bracha, et s'il a changé de pièce. Mais, nous dit le Ritba, c'est seulement si, lorsqu'il sort, c'est pas dans l'intention de revenir. Mais si je suis au salon, par exemple, on mange dans la terrasse, ou on mange dans la souka d'ailleurs, où on mange, il fait bon, c'est l'été, regardez Baruch Hashem, on a un hiver, on se croirait en plein été, presque, alors on mange sur la terrasse, on mange dans le jardin. Et puis maintenant on dit, ah ben on va aller chercher, qu'est-ce qui détermine la répétition ou la non-répétition de la bracha? Ben, c'est exactement ça qu'on essaye de définir, c'est très subtil, c'est très nuancé. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, cela me rappelle, mais j'ai pas le livre sous les yeux, cela me rappelle... Est-ce que j'ai mis... Ah, cela me rappelle quelque chose. Ah non, mais il n'est pas ici. Je crois que c'est à la fin de Parashat Vaïgash. Là-bas, c'est écrit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont installés en Égypte, hein, je crois que c'est à la fin de Vaïgash ou de Vaïechi, j'ai oublié où est-ce qu'il est ce passouk. Il dit Vaïeshev Sham Israël, si je ne me trompe pas. Non, je ne l'ai pas sous les yeux, il faut que je recherche. Là-bas, si je ne me trompe pas, c'est le Kliyakar. Alors on a d'autres exemples dans l'Acha. J'ai choisi quelques exemples concrets. On va conclure. On va essayer de sortir quelque chose de clair dans la halacha. On a par exemple quelqu'un qui habite en Eretz Israël.
Y a-t-il une notion de changement d'endroit pour l'étude? Voilà, j'y arrive, très bien, j'y arrive. Alors, le changement d'endroit dans l'étude, c'est à deux niveaux. Il y a ce que je voulais dire et il y a ce que vous pensez. Je vais essayer d'expliquer. La Gemara nous dit qu'il est interdit de sortir d'Eretz Israël. Voilà, celui qui habite en Eretz Israël, celui qui est né là-bas, ou celui qui a décidé de s'installer en Eretz Israël, alors après, il n'a plus le droit de sortir. Vous savez, c'est assourd de sortir d'Eretz Israël. Excepté pour le travail. Celui qui est en Eretz Israël, il ne trouve pas de travail. Aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit qu'il habitait 4 ans en Eretz Israël dans les années 90, et il a dû revenir parce que pendant 4 ans, il n'a pas trouvé de travail. Au bout d'un moment, c'est difficile. Donc, on a le droit de sortir d'Eretz Israël pour la parnassa. On a le droit de sortir d'Eretz Israël pour se marier. C'est-à-dire qu'un jeune homme, une jeune fille, eh bien, il cherche un chidour. Et puis, il cherche, il ne trouve pas. Eh bien, on lui dit, bah voilà, on connaît un jeune homme, une jeune fille en Chutzlaretz, en France, en Angleterre, au Mexique, peu importe. Alors là, on a le droit de sortir pour aller se marier. Troisième raison pour laquelle on a le droit de sortir d'Eretz Israël, c'est pour aller étudier la Torah. Quelle qu'en soit la raison. Une personne qui est en Eretz Israël, mais qui ne trouve pas un Rav avec qui il peut étudier la Torah, il ne trouve pas une Ravruta, il ne trouve pas ce qu'on appelle également un bon makom, une yeshiva qui lui correspond, il n'a pas trouvé. Voilà, il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais en Chutzlaretz, en France par exemple, à Nice, il a trouvé une yeshiva, un bet à Midrash, il est content. Ah ben, il a le droit de venir en Chutzlaretz. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Eretz Israël. Mais le Rambam écrit que celui qui sort d'Eretz Israël pour l'une de ces trois raisons, il a le droit de sortir à la condition qu'il ait l'intention de revenir en Eretz Israël. Celui qui dit « je m'en vais d'Eretz Israël définitif », alors lui, il n'a pas le droit de partir. Donc on voit que l'espace et l'intention avec laquelle on quitte Eretz Israël, ça s'apparente avec notre souya. Alors dans votre question, est-ce que vous avez demandé... est-ce que le Shinui Makom... Alors en réalité, c'est une très grande question. C'est une question de Tosfot à peu près, hein, j'ai pas les mots exacts, mais de Tosfot, si je me trompe pas, dans ma Sechet Brachot. Parce que Tosfot disent la chose suivante. Il dit, mais quelqu'un qui fait la bracha tous les matins, Asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al divrei Torah. Tous les matins, nous récitons la bracha d'étudier la Torah. Ensuite, Ve'a Revna, Ba'uchata Hashem noten Torah, etc. Donc on a trois bénédictions sur l'étude de la Torah. Mais une personne, donc il a dit les brachot le matin. Il fait la tfila. Imaginons que dans le meilleur des cas, ce que nous souhaitons à tous les messieurs, c'est qu'après la tfila ou avant la tfila, il a une demi-heure, une heure d'étude. Ensuite, il va partir. Il sort de la yeshiva, il sort du Bet HaKnesset, il amène les enfants à l'école, après il va travailler, et après il revient le soir à Mincha ou à Arvit, au Bet HaKnesset, après il rentre à la maison, il va aussi étudier au Bet HaKnesset ou à la maison. En tout cas, il y a une interruption de plusieurs heures entre l'étude du matin et l'étude du soir. Or, dans l'étude de la Torah, on n'a pas dit que quand tu vas réétudier 6 heures, 7 heures, 8 heures plus tard, tu refais les brachot. Pourquoi? Demande Tosfot. Alors, j'ai pas les mots exacts de Tosfot, il faut retrouver. Mais Tosfot disent l'idée, ce qui me reste dans l'esprit, c'est que lorsqu'on ferme la Gemara pour, par exemple, quelqu'un il étudie le matin avant ou après la tfila, lorsqu'il a fermé son livre, c'est pas ça y est, j'ai fini d'étudier et on verra jusqu'à demain. Non, il a toujours au fond de lui l'intention de revenir au limoud. Parce que, soit entre midi et 2, soit le soir, ou soit n'importe quel moment, l'homme il a toujours c'est enfoui dans le Ben Israël l'intention de revenir dans le limoud. Donc en vérité, il n'y a pas de Esseach Hadat sur le limoud exactement. C'est ce qu'ils disent Tosfot, mais je n'ai pas les mots exacts de Tosfot. Là, la Gemara est un peu plus loin. Bref, il faut que j'aille la chercher, comme je n'avais pas prévu de parler de Tosfot. En tout cas, dans l'étude, on ne peut pas dire ça y est, j'ai fini d'étudier et puis j'étudierai plus jusqu'à demain. Un juif, il dit pas ça. Il y a des gens, ils sont des horloges. Il a étudié son étude le matin, par exemple, de 8h à 9h, de 9h à 10h. C'est déjà très beau, c'est déjà très bien. C'est super. Il y a des gens, même 1 heure par jour, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le temps ou ils veulent pas. Bref, mais de se dire, voilà, j'ai étudié mon heure, je m'arrête là. Le Chafetz Chaim en parle beaucoup dans son livre Torah Tabaït. L'étude de la Torah,
c'est pas technique, c'est pas un carrelage. Tu as fait 1 heure, ça y est, tu es dispensé jusqu'à demain. Et ce soir, il va passer le temps et perdre le temps. Non, tu as fini ton étude, tu es parti travailler, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si tu trouves un moment dans la journée, un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, Zélomé Chané, aujourd'hui sur YouTube ou dans d'autres applications, ou bien vous amenez le livre au travail, tu écoutes un chiou. Non, moi, ça, j'ai étudié 1 heure, j'arrête. C'est stupide. Ça s'appelle pas étudier la Torah, ça. Voilà. Alors, donc Tosfot nous dit que dans l'étude, en vérité, on ne s'étourdit jamais de l'étude. Alors, je me rappelle pas si c'est Tosfot qui le dit dans ces mots, ou si c'est moi qui ai compris ou rajouté, je sais plus, ou je l'ai lu quelque part, mais c'est que au fond de soi, dans notre fort intérieur, on a toujours l'espoir de revenir au limoud. Donc, il n'y a pas d'interruption proprement dite dans l'étude, même s'il y a eu Shinui Makom 18 000 fois dans la journée. C'est assez intéressant la question que vous avez soulevée. Donc on retrouve ce principe de Shinui Makom dans plusieurs endroits dans la halacha, dans différents cas de halacha. Nous allons voir un dernier cas. Et donc d'après le Mishnah Brura et le Magen Avraham, si dans le repas on est sorti même un court instant, lorsqu'on revient, eh bien on refait les brachot, mais Rav David Yosef, s'appuyant donc sur le Ritva, dit celui qui se lève de table pour une raison qui a d'abord soit parce qu'elle a une raison avec le repas, je suis au milieu du repas et il me manque une fourchette, je vais à la cuisine chercher la fourchette, je me lève pour le repas, donc là je ne refais pas la bracha. Mais si je me lève pour quelque chose qui n'a pas de rapport avec le repas, qui plus est, lorsque je me lève de table, je parle une demi-heure avec mon copain à l'extérieur de la maison, là oui, ça s'appelle interruption. Mais celui qui se lève un court instant de son repas, où il a enlevé cette filine dans l'intention de les remettre. Donc en tout cas, il y a l'élément da'at. Il y a encore beaucoup de détails sur cette halakha, mais voilà au moins un schéma général. De même, donc on a dit pour les tfilines, celui qui enlève cette filine, et il a l'intention de les remettre. Donc je les enlève pour 1 minute, le temps de faire ce que j'ai à faire. Des fois, c'est même pour parler avec quelqu'un, avec les téphilines. C'est assourd, c'est interdit de parler de propos qui ne sont pas Torah et Tfila. Tu vois un ami, tu lui dis je te donne rendez-vous tout à l'heure à la maison, si c'est le plombier, si c'est l'électricien, ou si c'est n'importe qui, on ne parle pas avec les tfilines de Dvarim Betelim, c'est-à-dire de propos qui n'ont rien à voir avec la Kedusha. Porter les téphilines, la grammatique les téphilines, c'est d'une sainteté supérieure au tzitz que portait le Kohen Gadol sur son front. Parce que sur le tzitz, il n'y a qu'une seule fois gravé le nom de Dieu, alors que dans les téphilines, il y a, j'ai oublié peut-être 17, j'ai oublié combien de fois, en tout cas, il y a plus d'une dizaine de fois le nom d'Hachem. Donc les téphilines, c'est supérieur au tzitz du Kohen Gadol. Il y a des halachot, il y a des dinim. Qui plus est, lorsqu'on est au Bet HaKnesset, parler au Bet HaKnesset de propos qui sont ni Torah, ni Tfila, avec les tfilines, alors là, on n'a rien compris au judaïsme rabotaï. C'est assourd. C'est-à-dire que même si tu pries à la maison avec tes tfilines, parce que tu n'as pas pu aller à la synagogue pour X raisons valables, bien évidemment, eh bien ta femme ou tes enfants, ils te parlent et te disent à quelle heure on prend l'avion, ou bien où est-ce que tu as mis le tournevis ou le parapluie. Avec les tfilines, on ne parle pas. Avec les tfilines, on parle que Torah et Tfila, que d'ivrei Kdusha. Et au Bet HaKnesset, qu'on ait les tfilines ou pas, que ce soit Mincha ou Arvit ou Shabbat, même si on n'a pas les tfilines, c'est assourd de parler des divrei chol, c'est-à-dire des propos profanes qui ne sont pas liés à la tfila et à l'étude dans le Bet HaKnesset et dans le Bet HaMidrash. Alors celui qui est au Bet HaKnesset, au Bet HaMidrash, avec ses téphilines, et il tient et il parle de choses profanes, alors je crois vraiment on n'a rien compris au judaïsme, Ravi Rabotai. Il faut vite revenir à la Torah, à la vraie, à la bonne, à la meilleure. Donc, nous dit la halacha, le tour dit, celui qui enlève cette filine et qui a l'intention de les remettre, eh bien lorsqu'il les remet, il ne fait pas la bracha. Cependant, le Bet Yosef, au nom du Shibbolé Aleket et du Maharam, dit que les tfilines, dès que tu les as enlevés, peu importe si tu as l'intention de les remettre ou non, lorsque tu les remets, tu refais la bracha. Personne qui enlève cette tfilines parce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes faire ce qu'elle a besoin de faire, quand il remet les tfilines, il doit refaire. Donc nous avons une discussion entre le Tour et le Shulchan Arour. De même, le Shulchan Arour,
dans Rachaim Siman Yud Dalet, nous dit une personne qui enlève son talit et qui a l'intention, même si elle a l'intention de remettre son talit, et bien lorsqu'il remet son talit, il doit refaire la bracha. Donc pour le talit et pour les tfilin, le Shulchan Aruch ici, il est très mahmir, c'est incroyable. Mahmir, qui est aussi une coula dans brachot. Il nous dit que si tu enlèves le talit, même dans le sens de le remettre, si tu enlèves les tefilin, même si tu as l'intention de les remettre, il faut refaire la bracha. Cependant, le Rav al-Ashbili, c'est un Rishon, le Ritba, le Meiri, Rabbeinu Yona, le Troubata Deshen, disent que pour le talit, celui qui l'a enlevé, dans l'intention de le remettre, lorsqu'il le remet, il ne fait pas la bracha. Les Acharonim, ils sont pas d'accord sur le Shulchan Aruch, ils divergent avec le Shulchan Aruch. Et ils disent que dans le talit, si tu l'as enlevé dans l'intention de le remettre, eh ben quand tu le remets, tu refais pas la bracha. Et là, on va rentrer dans la règle, fameuse règle qui dit ça fait que berachon laquelle j'essaye d'être le plus clair et le plus simple possible. Donc conclusion, dans le talit, lorsque je l'enlève et je le remets, si c'est dans l'intention de le remettre, il a 1-2 minutes pour aller aux toilettes ou 1-2 minutes pour sortir un peu dehors, prendre de l'air ou peu importe la raison. Quand tu remets le talit, tu ne refais pas la bracha. Cependant, dans les tfilin, si tu les enlèves, il faut refaire la bracha. Dans le donc vous voyez, il y a tous ces paramètres qui sont très intéressants, mais nous allons finir au moins avec la shéla du repas. Donc d'après cela, tout celui qui se lève de table, conclut Rav David Yosef, tout celui qui se lève de table et il revient immédiatement, ça ne s'appelle pas qu'il a changé d'endroit et il n'a pas besoin de refaire la bracha. Donc nous avons vu plusieurs paramètres. Le changement de lieu, le temps, c'est-à-dire combien de temps tu vas changer, tu vas te retrouver dans un autre espace. Et troisième paramètre, c'est oui, lorsque tu es parti, est-ce que tu avais l'intention de revenir? C'est tout simplement magnifique et incroyable. Comment on définit, c'était votre question tout à l'heure, c'est ça toute la souya qui a encore, bien évidemment, beaucoup de choses à dire, mais c'est essentiellement, en tout cas, elle démarre, je vous dis le point de départ. Bien évidemment, on n'a pas le temps d'en faire davantage, c'est dommage, mais voilà, au moins, de savoir que la question, elle existe, je vous laisse travailler encore le sujet. Mais je voudrais conclure avec une idée très intéressante de Rav David Yosef. Un peu, il va nous aider à comprendre davantage. Il dit quelque chose, je vais le lire avec vous, c'est très intéressant. Cela m'a beaucoup plu, j'ai dit, je ne peux pas le garder, je vais le partager. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Le Shulchan Aruch a dit que pour les tfilin et le talit, même si tu as l'intention de les remettre, à partir du moment où tu les as retirés, tu as interrompu la mitzvah. Lorsque tu remets ton talit, lorsque tu remets tes tefilin, tu refais la bracha. On a dit que halacha, les maaseh pratiques, pour le talit, on ne suit pas le Shulchan Aruch. Si tu enlevais ton talit dans l'intention de le remettre, et tu le remets dans un court instant, 1, 2, 3, 4 minutes, il faudra exactement dans les possibles, c'est combien de temps? Si tu enlevais le talit pour une demi-heure, ça c'est clair qu'il faudra refaire la bracha. Mais j'ai enlevé mon talit 2 minutes. Il y a un enfant qui pleure dans le jardin, j'enlève mon talit, je vais voir. Ou je vais aux toilettes, 2 minutes. Là, on ne suit pas le Shulchan Aruch. Lorsqu'on remet le talit, on ne refait pas la bracha. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, à propos du talit, il dit, ça arrive des fois que le talit tombe. On a un costume en laine ou je sais pas en quoi, et puis le talit, bon bref, tissu sur tissu, le talit, il glisse. Le Shulchan Aruch, il dit, lorsque tu remets le talit, tu refais la bracha. Mais là aussi, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch, nous dit Rav Ovadia Yosef également à la vache Shalom, que si le talit est tombé, on le remet, on ne refait pas la bracha. Donc, en tout cas, pour le Shulchan Aruch, qui dit qu'on doit refaire la bracha dans le talit, nous dit Rav David Yosef. Le Shulchan Aruch pense qu'il y a une différence à faire, distinction à faire entre le talit, les tfilin d'un côté, et le repas. C'est-à-dire que même si le Shulchan Aruch nous dit que pour le talit et les tfilin, même si tu les as enlevés pour un court instant, tu dois refaire la bracha. Pour le repas, si tu as quitté la pièce pour un court instant, tu ne refais pas la bracha. Pourquoi? Quelle est la différence entre un repas et le talit et les tfilin? Vous avez 5 secondes pour me proposer une réponse, le temps que je m'abreuve un petit peu. Oui. Je finis dans 3 minutes. Oui. Alors, le Shulchan Aruch, la différence est la suivante. Vous avez compris la question.
Le Shulchan Aruch nous dit que talit et tfilin, si tu as enlevé, même si tu es dans l'intention de remettre, il faut refaire la bracha. Mais le repas, si tu es sorti dans l'intention de revenir tout de suite, tu ne refais pas la bracha. Quelle est la différence? Il dit Rav David Yosef, dans Otzrot Yosef, à la Chabroua Chelektet, Otzrot Yosef Siman E, page 44. Il dit la chose suivante. Il dit lorsque tu es en train de faire une mitzvah, Haose mitzvah ou Mafsik asiyata. Tu es en train de faire une mitzvah, tu as les téphilines, tu portes les téphilines. Et tu interromps le port des téphilines. Il dit là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'enlève, je fais une action d'enlever mes téphilines. Chez Silek à mitzvah miminou, j'enlève la mitzvah de moi. Je suis vêtu du talit, je suis vêtu des téphilines. Alors, en soi, le fait d'enlever l'objet de mitzvah, ça s'appelle, donc l'action d'ôter le talit et les téphilines, cela s'appelle une interruption. Donc lorsqu'il vient refaire la mitzvah, c'est comme s'il faisait la mitzvah à nouveau, une nouvelle mitzvah. Ça s'appelle mitzvah hadasha, et ce n'est pas la suite de la mitzvah que tu as commencé à faire tout à l'heure. Cependant, dans le repas, dont le repas, l'essentiel, qu'est-ce qui crée l'interruption? Alors là, c'est très intéressant. Ce qui crée l'interruption, ce n'est pas l'action, mais c'est l'esprit. C'est énorme ce qui est écrit ici en vérité. C'est extrêmement profond et c'est magnifique. Est-ce que c'est clair, Moraï Verabotai? Qu'on sorte avec quelque chose de clair. Il dit dans le repas, c'est pas l'action de se lever et d'aller ailleurs. En vérité, c'est pas. Il dit c'est pas le shinui makom en soi. C'est pas. Ok, merci beaucoup de me dire parce que des fois je sais pas, je vois pas les réactions. Alors j'espère que voilà, on apprend des choses, c'est pour étudier, c'est pour avancer, évoluer. Alors si on comprend pas, c'est dommage. N'hésitez pas à dire. Donc dans la mitzvah, l'interruption physique, j'ai envie de dire, de la mitzvah exige une nouvelle bracha. Mais dans le repas, c'est pas le déplacement géographique en tant que tel qui crée l'interruption, mais c'est le essai achadat, c'est-à-dire que je me suis étourdi, j'ai sorti de mon esprit le repas. Donc c'est pas le changement de place physique, c'est le changement d'esprit, d'état d'esprit. C'est tout simplement incroyable, j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit, ça se discute, on peut encore approfondir. Chez Derech Bene Adam, parce que c'est l'habitude des hommes que lorsqu'ils interrompent leur repas et ils vont ailleurs, alors je vais là-bas, on aurait pu... Exactement, c'est ça qui est magnifique. Voilà, j'y arrive. On aurait pu penser que dans la mitzvah, c'est l'esprit qui interrompt la mitzvah, et dans le repas, c'est l'action, c'est le changement de place. Ah ben il nous dit non, c'est le contraire. C'est tout simplement magnifique. J'ai trouvé cette zah extraordinaire. Il dit donc dans le repas, dans l'esprit des gens, lorsqu'on change de place, normalement, mais l'interruption... Ah pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question. Si vous voulez bien la renvoyer avec plaisir. Je vous laisse renvoyer la question. Ah, mais l'interruption d'un acte vient de l'esprit. Ouh là 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 là. Ça me rappelle quelque chose, tout ça. L'interruption d'un acte. Oui, mais très bien. Alors, on va dire comme ça. C'est ça qui sort ici. Ça veut dire, est-ce que... C'est-à-dire, attention, ce que vous voulez dire, c'est que on va dire dans le sens de la pensée. C'est-à-dire, j'ai pensé que je dois arrêter. Donc, mon cerveau, on va pas maintenant se lancer dans le moi et le ani, etc. Mais en simple, dans mon esprit, je me suis dit, il faut que j'arrête la mitzvah. Donc, j'arrête la mitzvah. La tête, elle envoie au corps l'ordre, enlève les tefilines. J'enlève les tefilines. C'est cet acte-là d'enlever les tefilines qui dit, ça y est, tu as fini la mitzvah. Ça y est. Parce que, mais par contre, lorsqu'on dit que l'essentiel c'est l'esprit, regardez par exemple, j'ai les tefilines sur moi, et je dis ça y est, les tefilines, je vais les enlever, on a fini la prière, on a fait allez-nous les chamia, on a fait la prière, donc dans ma tête, je vais enlever les tefilines. Mais si au final j'ai pas enlevé les tefilines, non, au final je les garde, voilà, je vais rester encore un quart d'heure avec, je vais pas refaire la bracha, puisque au final je ne les ai pas enlevés, sauf que mon esprit n'a pas envoyé le message au corps, ou bien il envoie le message, enlève les tefilines, après il lui dit non, lumière rouge qui clignote, finalement ne les enlève pas. C'est pas parce que j'ai pensé que j'allais enlever les téphilines que ça s'appelle une interruption dans les téphilines. Il faut l'action. Dans le repas, c'est différent. Alors là, je ne dirai pas tout parce que je n'ai pas tout en tête. Mon esprit là, il n'était pas dans cette chaîne-là. Mais regardez, vous êtes en train de manger. Vous avez mangé, Baruch Hashem, on a bien mangé. Et puis maintenant,
on fait Maïm Acharonim, on se lave les mains et on dit Rabotai, nous allons procéder au Birkat Hamazon. Eh bien là, même si je n'ai pas fait Birkat Hamazon, je suis encore assis à ma place. Je suis là, on a mangé le poisson, la viande, les légumes, le dessert, le gâteau, on a pris les kilos et on a fait la mitzvah de Oneg Shabbat. Et puis on dit, ça y est, Rabotai, il faut y aller, c'est bientôt le Shiur, c'est bientôt Mincha. Et on dit, Rabotai, stop, on arrête de manger, on va faire Birkat Hamazon. Dès que je dis j'arrête de manger, même si j'ai pas bougé de place, mon esprit l'a dit j'arrête de manger, eh bien ça s'appelle une interruption au repas. Il faudra qu'on voit plus en détail cette halakha, Bezrat Hashem à l'occasion. Mais là, si au final je dis, ah ben non, je vais d'abord reprendre une petite boule de glace, une petite part de gâteau et un café, mais tu as dit on fait Birkat Hamazon. Oui, mais au final, voilà, j'ai craqué devant le gâteau. Eh ben, il va falloir refaire mes notes, mais on verra plus précisément, j'ai pas exactement la halakha en tête. Ce qui est intéressant, c'est que la mitzvah, le balabaït, c'est ce qui est prêt pour le repas, a-t-elle plus de poids dans le choix de la fin du repas? Effectivement. Ça aussi, c'est une bonne halakha à rappeler, qui rentre, je pense, dans le même état d'esprit de la souya de ce soir. Nous allons expliquer tout de suite. Si je suis à table en train de manger, je n'ai pas fait motzi. Non pas que je sois au régime, mais peu importe la raison. Je dis Boré Peria Adama sur une salade d'endive. Bon. Et puis finalement, je décide, avant de prendre mon repas, poulet rôti ou ce que vous voulez, je décide de me couper une tomate et de me faire une tomate. Eh bien là, il va falloir faire Boré Peria Adama, parce que dans ta tête, c'était endive, poulet, frites, Birkat Hamazon. Enfin, bracha harona. Tu n'as pas pensé, quand tu as dit Adama sur les endives, tu n'as pas pensé que tu allais manger les tomates. Et les tomates n'étaient pas sur la table. Donc tu te lèves, tu vas chercher des tomates, il va falloir refaire Boré Peri Adama sur les tomates. Cependant, un invité, si j'invite un ami, je lui viens manger à la maison ce soir. Lui, quand il dit Boré Peri Adama sur les endives, il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir après. On ne lui a pas fait le menu. On le laisse découvrir le repas qu'on va lui offrir. Donc lui, il va pas dire Boré Peri Adama sur les tomates, et après Boré Peri Adama sur la banane, et Boré Peri Adama sur l'ananas, et Boré Peri Adama sur les frites, et Boré Peri Adama sur les courgettes, etc. Et si nous allons chercher plus d'endives qui n'étaient pas prévues? Très bonne question. J'y arrive tout de suite. Donc l'invité, lui, quand il dit Adama, il ne sait pas ce qu'il va manger, mais il fait Adama sur tout ce que le Baal Habayit va lui présenter. Il acquitte implicitement tout ce qu'on va lui servir. Exactement, ça c'est pour l'invité. Maintenant, à la question de l'endive qui revient, même si j'ai prévu de manger une endive, et puis au final je dis, elles sont bonnes ces endives, je vais en manger une deuxième, et bien là je ne refais pas Boré Peri Adama, parce que c'est la même espèce. Bon, allez, Rabotai, je vais vous quitter sur ces derniers mots, cette idée extraordinaire de Rav David Yosef. Donc, en conclusion, si on est à table et on se lève un court instant et on revient, à plus forte raison si on se lève pour une chose qui est en rapport, en relation avec le repas, on ne fait pas la bracha. Mais si on se lève de table avec l'intention de ne pas revenir, puis finalement on change d'avis, par exemple, je me suis énervé à la table, je dis, c'est fini, je quitte le repas. Chazvé Shalom, ça sourd de faire ça. Mais un petit exemple. Et puis au bout de 5 minutes, il se dit, bon, allez, on va pas s'énerver. Et il revient. Donc lui, lorsqu'il est parti, c'était pas pour revenir. Il est parti, il est fâché, il est énervé, ou je sais pas, il est pas bien, il dit, bon, allez, je me lève de table, je vais me coucher. Puis un quart d'heure après, il revient. Il doit refaire la bracha. Donc il y a le lieu, l'espace et l'intention. N'est-ce pas génial, Moravé Rabotai, tout ça? Eh bien, bien évidemment, c'est bien plus génial. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, c'était un début de grande souya qui s'appelle Shinui Makom et Esse Achada dans la halacha. Et donc on voit que le changement d'espace, d'esprit, de lieu et le temps de ce changement d'espace a une implication énorme dans la halacha, dans Ilchot Brachot. Merci aux organisateurs. Surtout, il faut encore et encore les bénir et les remercier. Je vous remercie à tous et à tous. Je vous souhaite beaucoup de bracha. Bezrat Hashem Yehiratzon, que, vous savez, la bracha, c'est une des choses qui amène la Géoula, une des choses importantes. On l'a vu la semaine dernière, Yaakov Avinu, avant de mourir et avant l'exil, il bénit ses enfants. Alors, Yehiratzon et tout le clan d'Israël jusqu'à la fin des temps, Yehiratzon, que c'est Ilchot Brachot dont nous avons survolé.
Vous aussi, Mahavas Shavuatom Srotovat, que nous avons survolé, nous avons vu une halakha très importante. Attention, on n'a pas dit toute la halakha, mais au moins, j'espère qu'on a entendu cette sougia de Shinui Makom, de Essar Hadat, et que par le mérite du Kiyum des Brachot, de notre pratique des lois des Brachot, eh bien, nous connaissons des jours meilleurs pour nous et pour tout Israël. Pour la tzlacha de Rav Mergi, pour la yeshiva, pour la tzlacha de tout le clan Israël, pour le bonheur de tout un chacun, de toute une chacune. Voilà des cascades de brachot, Bezrat Hashem, que du bonheur, la refoua chez les la santé, la parnassa, les enfants banim ou les banim, Oskim Torah Bemzot, que Dieu vous bénisse grandement, ainsi que tout le clan Israël, sur les ondes de Yeshiva Zoom, comme tous les lundis soirs, et bien évidemment avec le sourire pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup, Rabbi Nathan.